Bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer par l'appel des membres du Conseil. Arnaud Salmon absent, représenté par Philippe Bécan. Marie-Claire Mervin, présente. Frédéric Soyer, présent. Martine Guénégan a donné pouvoir à Kevin Stenbacher. Présent. Muriel Béziel m'a donné pouvoir. Philippe Bécan. Présent. Catherine Cabot. Vincent Rémy. Mirella Jean de Dieu. Jean-Patrick Guibou. Michel Bouchalet. Éric Dièvre. Gwenaël Védy. Christian Chauffour. Michel Morel. Thierry Burlot. Jean-Jacques Fouché a donné pouvoir à Michel Morel. Nathalie Roblot. Evelyne Gauthier-Lebaille. Pascal Philippe-Ossian. Frédéric Denoal a donné pouvoir à Jeanne Bouvier. Marie Bourgoin a donné pouvoir à Gwenaël Védy. Gwenaël Liétard. Noémie Brosseau. Jeanne Bouvier. Bruno Deslandes. Ernest Martin a donné pouvoir à Émilie Belot. Nolwenn Guillou a donné pouvoir à Bruno Deslandes. Émilie Belot. Lucie Prieur. Stanislas Dugarny et Christophe Fichet. Parfait, le quorum est atteint, donc la séance est ouverte. Alors, chers collègues, Monsieur le maire m'a prié de bien vouloir l'excuser pour le conseil municipal de ce soir. Ce conseil exceptionnel est organisé avant tout pour traiter d'un point particulier, qui est celui de la désignation des délégués suppléants pour les élections sénatoriales, qui ont lieu le dimanche 27 septembre prochain. Cette date du 5 juin nous a donc été imposée par l'État, et à l'époque où le maire avait posé ses congés, il n'avait pas connaissance de cette date, bien évidemment, comme certains autres élus d'ailleurs, nos collègues élus, qui avaient pris des dispositions antérieurement. Donc il tenait à vous en informer et vous souhaite à tous et à toutes un bon conseil. Alors, première délibération, qui se porte volontaire pour être secrétaire de séance? Éric Dièvre, c'est noté. Qui s'abstient et qui vote contre? Merci. Avant de passer au point numéro 2, je vous informe que nous ne pourrons pas adopter lors de cette séance le procès-verbal du dernier conseil municipal, donc qui a eu lieu il y a quelques jours, c'était la semaine dernière. Celui-ci vous sera donc présenté lors de la prochaine séance qui est fixée de mémoire le 30 juin. Donc, ordre du jour numéro 2, donc, ce qui nous réunit ce soir en priorité, élection des suppléants pour les élections sénatoriales 2026. Donc, des élections sénatoriales sont prévues le dimanche 27 septembre 2026. Le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Le mandat de chacun des 348 sénateurs ayant donc une durée de 6 ans. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs composé des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux et départementaux et une partie des membres des conseils municipaux en fonction de la taille de la commune. Donc à Dinard, l'ensemble des conseillers municipaux sont délégués de droit et participent donc au scrutin. Donc nous devons aujourd'hui élire 9 délégués suppléants qui pourront remplacer les élus lors de ce vote en cas d'absence prévue et justifiée. Donc mise en place du bureau, donc on va procéder à l'élection des 9 délégués suppléants. Le bureau va être présidé par le maire ou moi-même, donc ça va être par moi-même, et comprend les 2 conseillers municipaux les plus âgés, qui sont Jean-Patrick Guibou et Bruno Deslandes, et les 2 plus jeunes, Kevin Stenbacher et Jeanne Bouvier. Un petit rappel sur le mode du scrutin. Les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste, sans débat, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. À l'écran, on vous a mis le déroulement du scrutin. Donc, on a eu 4 listes que vous avez tous sur vos bureaux. Et donc, on va pouvoir passer au vote. Je vais appeler Jeanne et Kevin pour le dépouillement.
Est-ce que vous savez si les Lucie Prieur arrivent bientôt ou pas? Alors, Arnaud Salmon, donc c'est Philippe Bécan. Marie-Claire Mervin. Frédéric Soyer. Martine Guénégan, donc c'était Kevin Stenbacher. Kevin Stenbacher. Muriel Béziel, on m'a donné pouvoir. Philippe Bécan. Catherine Cabot. Vincent Rémy. Mirella Jean de Dieu. Jean-Patrick Guibou. Michel Bouchalet. Éric Dièvre. Gwenaël Védy. Christian Chauffour. Michel Morel. Thierry Burlot. Jean-Jacques Fouché a donné pouvoir à Michel Morel, pardon. Nathalie Roblot. Evelyne Gauthier-Lebaille. Pascal Philippe-Ossian. Frédéric Denoal qui a donné pouvoir à Jeanne Bouvier. Marie Bourgoin qui a donné pouvoir à Gwenaël Védy. Gwenaël Guettard. Noémie Brosseau. Jeanne Bouvier. Bruno Deslandes. Ernest Martin qui a donné pouvoir à Émilie Belot. Nolwenn Guillou qui a donné pouvoir à Bruno Deslandes. Émilie Belot. Lucie Prieur. Stanislas Dugarny, et Christophe Fichet.
Dinard notre bien commun. Liste 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 mieux vivre Dinard ensemble. Liste mieux vivre Dinard ensemble. Liste redonner du souffle à Dinard. Et le dernier, liste Dinard pour vous, avec vous. Donc la liste Dinard pour vous, avec vous. 1. Liste redonner du souffle à Dinard. 1. Mieux vivre Dinard ensemble. 3, 4, 5. C'est 33 moins 7, 26. Oui, c'est ça. 26, oui. Donc, je récapitule. Liste Dinard notre bien commun 26, liste mieux vivre Dinard ensemble 5, liste redonner du souffle à Dinard 1 et liste Dinard pour vous avec vous 1. Ce qui fait les membres élus, enfin les délégués suppléants seront Brosseau Nicolas, Madame Breugnot Lisiane, Ardouin François, Barrault Marilyn, Cabioche Cédric, Louis Françoise, Bonnel Marc, Alix Laurence et Sicot Édouard. Donc nous pouvons clôturer le vote à 5h16. Donc, pour résumer un petit peu, donc on va devoir signer les PV, donc président et puis les 4 représentants que j'ai nommés tout à l'heure. Et ensuite, Mishmika va circuler pour savoir, chacun doit représenter, doit indiquer
Juste pour votre information, c'est le seul vote en France qui est obligatoire. Et donc c'est pour ça que si une personne ne va pas voter, il y a une amende de 150 € par personne qui ne sera pas allée voter. D'où l'intérêt quand même de cette élection de suppléants, qui est importante quand même. Si vous en êtes d'accord, je vous propose quand même de continuer le conseil. Et puis la feuille va circuler. Si ça vous va, parce que sinon on va perdre un peu de temps. Donc, ordre du jour numéro 3, désignation de représentants, syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Vallée de la Rance, Côte d'Émeraude, élection des délégués. Madame Catherine Cabot. Merci, Madame Merfin. Bonjour à tous. Lors de sa séance du 3 juillet 2023, le Conseil municipal a approuvé la charte du parc naturel régional Vallée de la Rance, Côte d'Émeraude, les statuts du syndicat mixte du parc et l'adhésion de la commune de Dinard. Le parc naturel régional Vallée de la Rance, Côte d'Émeraude a été créé en octobre 2024. Il rassemble 66 communes des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Un parc naturel régional, ou PNR, c'est un territoire rural habité dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont reconnus au niveau national pour leur forte valeur patrimoniale, mais dont l'équilibre est fragile. Les 5 missions des PNR sont protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel par une gestion adaptée, contribuer à l'aménagement du territoire, contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie, contribuer à assurer l'accueil, l'éducation, la formation du public, réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et contribuer à des programmes de recherche. À la suite du renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de désigner de nouveaux délégués. Un titulaire, un suppléant, pour représenter la commune au sein du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR Vallée de la Rance Côte d'Émeraude. Sont proposés au conseil municipal comme titulaire Madame Catherine Cabot, moi-même, et comme suppléante Madame Jeanne Bouvier. Y a-t-il des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, le maire propose au conseil municipal de prendre la décision suivante. Article unique. Désigner Madame Catherine Cabot titulaire et Madame Jeanne Bouvier suppléante en tant que nouveau délégué de la commune au sein du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR Vallée de la Rance Côte d'Émeraude. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci Madame Cabot. Point numéro 4, désignation des représentants, et cette fois-ci pour la constitution des commissions intercommunales, donc désignation des représentants du conseil municipal. Donc, la commune de Dinard est invitée à délibérer pour désigner les élus dans les commissions thématiques de la communauté de communes. Donc il y a 5 commissions. Commission ressources, commission aménagement et développement, commission technique urbain, commission appui à la population et commission environnement. Donc la communauté de communes nous a demandé de désigner 3 membres par commission, 3 membres pour Dinard. La proportionnalité aurait réduit à 3 sièges pour les listes de minorités en tout sur ces 5 commissions, puisque ça nous fait 5 sièges en tout. Donc ce qu'on a proposé, la majorité propose 2 membres côté majorité dans chaque commission, et on a offert la possibilité aux minorités de disposer d'1 siège par commission. Donc la liste de Madame Guilloux a désigné 1 membre dans chacune des commissions. Donc vous avez les listes à l'écran.
Est-ce que vous avez des questions? Oui, Monsieur Fichet. Merci. À vrai dire, la question se pose aussi à M. Burlot, puisque en tant que président de la CCCE, puisque je crois comprendre lors de la séance, je ne sais plus quel jour du mois dernier, vous aviez proposé aussi d'ouvrir ces commissions à des élus municipaux qui ne sont pas élus communautaires. Et je voulais savoir si c'était aussi ouvert à ces commissions et quelles étaient les modalités pour pouvoir souscrire, en tout cas candidater pour faire partie de ces commissions. Merci beaucoup. Monsieur Burlot. On est parti sur 5 commissions. La communauté de communes se met en place tranquillement. Je vais rappeler que lors du prochain conseil communautaire, je vais proposer de lancer l'étude, une AMO, pour écrire le projet de mandature. Ce projet de mandature sera notre feuille de route pour les 6 ou 7 ans qui vont venir. Et l'idée, c'est d'essayer de construire ensemble, collectivement, ce projet, autour des ambitions de chaque municipalité, en appui du travail des commissions et en appui d'un travail que je souhaite organiser autour des forces économiques et sociales vives de ce territoire. Et je souhaite qu'on ouvre la parole à la société civile pour lui permettre de s'exprimer sur ce projet de mandature. Donc tout ça va se mettre en place après l'été. Lorsque nous avons été amenés à proposer les commissions, moi, dans mon esprit, j'étais assez ouvert pour que les commissions soient justement ouvertes au plus grand nombre. Les collègues ont souhaité plutôt en limiter le nombre de participants, compte tenu que si Dinard a beaucoup de conseillers municipaux, certaines communes de la communauté de communes n'ont qu'un représentant. Je prends Tréméreuil, par exemple, n'ont qu'un représentant. Donc c'est difficile pour eux d'avoir beaucoup de représentants dans ces commissions. Donc on est parti sur cette proposition aujourd'hui, mais je crois sincèrement que les choses vont évoluer dans les semaines qui vont venir. On est parti sur cette première proposition. Moi, ce que je souhaite dire très clairement, que tous ceux qui veulent contribuer au projet communautaire sont invités à y participer. Et le sujet est suffisamment important pour toutes et tous pour que la contribution soit la plus large possible. Voilà. Donc, il y a des communes qui ne vont pas avoir 15 représentants. Il y a des présidents de commissions qui m'ont déjà dit leur souhait de faire des sous-commissions avec, par exemple, la première commission, développement économique, logement, transport. C'est tellement vaste qu'il y a des gens qui vont peut-être plus se spécialiser sur la question du transport, de l'habitat ou de l'économie. On va donner de la souplesse à tout ça. Et pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais on va essayer de donner de la souplesse à tout ça avec la volonté de faire participer toutes les bonnes volontés. Merci. Autre question? Donc, je vous propose de prendre la décision suivante. Approuver la désignation en tant que membre pour chaque commission communautaire des élus représentant la commune de Dinard. Donc, qui vote contre et qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 5, décision budgétaire, exonération de redevances pour l'occupation temporaire du domaine public pour la braderie des commerçants 2026, association Union du commerce de Dinard. Monsieur Frédéric Soyer. Merci Madame Mervin. Dans le cadre de la dynamisation de l'activité commerciale de notre commune, l'Union des commerçants de Dinard, l'UCD, souhaite organiser une journée shopping, plutôt une braderie de printemps qui se déroulerait le 14 juin 2026. Et à cet effet, cette association sollicite ou nous sollicite pour 1, l'occupation du domaine public et 2, l'exonération de la redevance d'occupation. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, le maire propose au conseil municipal de prendre la décision suivante. Article unique, exonérer l'association l'Union de commerce de Dinard du paiement de la redevance d'occupation du domaine public communal pour l'organisation de la braderie du 14 juin 2026. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Merci, Monsieur Soyer. Point numéro 6, décision budgétaire, droit à la formation des élus municipaux.
Donc, le Code général des collectivités territoriales prévoit un droit à la formation pour les élus municipaux. Les crédits ouverts à ce titre doivent représenter entre 2 et 20% du montant total des indemnités de fonction allouées aux élus. Les thèmes privilégiés sont les fondamentaux de l'action publique locale, les formations en lien avec les délégations ou l'appartenance aux différentes commissions, les formations favorisant l'efficacité personnelle, prise de parole en public, bureautique, gestion des conflits ou animation de réunions. Donc on a fixé le montant de 10 000 € comme sur le mandat précédent, en fait, ce qui fait 6,24% du montant des indemnités. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Prieur. À titre indicatif, juste savoir si c'est tous les élus municipaux. Et après, j'imagine qu'on aura plus de détails, mais comment on y accède? Est-ce qu'il y a des plannings et du coup, tout le monde s'inscrit, ou c'est à titre individuel qu'on doit se faire connaître sur certaines formations? Alors, tous les élus, en effet, ont accès. Après, pour les thématiques, c'est plutôt généralement vous qui soumettez, enfin, les élus soumettent la thématique qui les intéresse. Et le mieux, c'est de se rapprocher après, soit auprès du directeur de cabinet, soit auprès de la personne en charge des formations. Mais ça, on peut vous donner un peu plus d'éléments, ou de moi-même, d'ailleurs, aussi. Mais on n'a pas une liste prédéfinie de formations, si c'est ça un peu la question. Il n'y a pas des thématiques imposées tous les ans. Voilà, c'est un peu chaque élu qui, spontanément, dit le thème qu'il souhaite. Et alors, par contre, après, on étudie quand même si ça rentre bien dans le cadre, si ça rentre dans le budget. Enfin, voilà. D'autres questions? Donc, je vous propose de prendre les décisions suivantes. Chaque élu bénéficiera pour la durée du mandat des droits à la formation selon ses souhaits, à la condition que l'organisme soit agréé par le ministère de l'Intérieur. Les thèmes privilégiés, donc, je les ai évoqués. Le montant plafond des dépenses totales est fixé à 10 000 € par année civile, soit 6,24% du montant brut des indemnités de fonction des élus. Le tableau récapitulatif des formations est débattu chaque année et annexé surtout au CFU. Le maire ou l'adjoint délégué sont autorisés à signer tous les documents afférents à ces décisions. Donc, qui s'abstient et qui vote contre? Je vous remercie. Dernier point à l'ordre du jour, les comptes rendus des décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Madame Belot. Oui, alors, sur la décision 99, donc déjà féliciter pour la qualité de la houle du virtuel où on a pu assister, c'est merveilleux. Je voulais juste savoir si on avait déjà des échos sur des résas de groupe et si les scolaires de Dinard y participaient systématiquement ou pas, parce que j'ai vu qu'il y avait des tarifications spécifiques pour les scolaires, et savoir s'il y avait une appétence justement à ça. Voilà. Monsieur Rémy. Oui, on est très content des réservations scolaires, parce que je crois qu'on est à, je sais pas, 600-700 actuellement, j'ai pas les derniers chiffres, mais beaucoup de classes vont assister à l'événement. Je pense que c'est un petit peu dans la tradition dinardaise d'avoir beaucoup de scolaires. On sait que le Festival du film, il y a près de 10 000 scolaires qui assistent aux projections, et là, c'est... L'année dernière, ça avait démarré avec l'exposition de Bray. Il y avait eu des scolaires, mais qui avaient même traversé en bateau de Saint-Malo. Mais là, je pense que, et moi, je souhaiterais même qu'il y en ait encore davantage, parce que c'est vraiment une exposition qui est très, comme vous l'avez souligné, assez remarquable. Et en plus, comme tout le monde l'a souligné, je crois, tous ceux qui ont eu la chance déjà de la voir et qui a une dimension pédagogique, quoi. Comprendre l'art contemporain, c'est enfin l'art moderne plutôt que l'art contemporain en l'occurrence, mais c'est pas simple, et je pense que c'est vraiment une très très bonne nouvelle qu'il y ait autant de réservations scolaires. Voilà. Oui, Monsieur Deslandes. Oui, bonjour à tous. Donc, deux questions. La première, c'est 2026-108, étude de requalification de la rue des Minets.
C'était pour savoir si la reconstruction du centre social était bien prévue dans la requalification. Ça ne fait pas l'objet de... C'est pas ça, en fait. On est juste sur la requalification de la rue des Minets au niveau de l'école en particulier, à l'Incola, dans un premier temps. Je ne le savais pas, ce n'était pas précisé. J'ai une deuxième question qui concerne l'attribution du marché de travaux de nivellement des plages. Je pense que c'est la plage de l'Écluse en particulier. C'est simplement une remarque pour que ce soit mieux étudié, mieux fait que l'année dernière, parce que le sable a été remonté trop haut. Et la plage a d'ailleurs une drôle d'allure actuellement parce qu'elle n'est plus en descente, mais il y a une sorte d'étage. Et deuxième problème, du côté du club des écureuils, il y avait plus de sable, c'était de la pierre. Donc je pense que le directeur du club des écureuils a dû en faire part. Donc il faudrait que ce soit mieux nivelé, c'est-à-dire éviter de remonter trop le sable. Voilà, si ça peut être étudié, ce sera dans l'intérêt de tous. Merci. Donc on prend bonne note de votre remarque, et ça ne concerne pas que la plage de l'Écluse, mais ça concerne toutes les plages, en fait. Madame Est-ce que vous avez les dates d'intervention ou pas sur les nivellements? La semaine prochaine? Ok. D'autres questions sur les décisions? Madame Belot. Oui, j'avais une question sur la 121. On parle d'une étude pour des malfaçons à la médiathèque. Savoir la durée de cette étude, quand est-ce qu'on aura les retours, et est-ce que vous pouvez m'éclairer, je m'excuse si je n'ai pas la connaissance, mais quel type de malfaçon on connaît sur cette infrastructure? Alors c'est un sujet qui est assez ancien, puisque on parle de fuites nombreuses et récurrentes depuis l'ouverture de la médiathèque. Et donc on avait engagé notre décennale dans ce cadre de figure, ça c'était la première des choses, et une première expertise qui a été réalisée et qui a été très défavorable à la mairie, puisqu'ils estimaient que le montant des travaux à réaliser était de l'ordre de 14 800 €. Et on estime plutôt que c'est un peu plus d'1 million, voire un peu plus de travaux. Donc on sollicite de nouveau une nouvelle étude pour défendre la mairie, d'une part, la commune. Et donc, c'est l'objet de cette décision qui est de prendre une deuxième expertise qui aura lieu le 15 juin. Voilà. Et de ce fait, est-ce qu'on a un risque de fermeture de l'infrastructure ou est-ce que vous avez une idée là-dessus ou pas du tout? Alors, il n'y a pas de risque de fermeture, mais on veut juste défendre les intérêts de la ville. Pas d'autres questions. Donc je vous propose de donner acte de la présentation des décisions du maire. On va passer sur la partie questions orales. On avait une question orale de Nolwenn Guillou à la séance du 15 avril. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite la repréciser ou sinon je la relis et je fais la réponse en même temps. Ça vous va? Ça marche. Dans le cadre du débat autour de l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal, donc le maire peut-il lever la séance du conseil avant que l'ordre du jour ne soit épuré? C'est une disposition qui est absente de notre règlement alors que les notions de suspension et de clôture sont abordées. Donc notre réponse. Le Code général des collectivités territoriales dispose des modalités de fonctionnement de l'Assemblée délibérante, article L 2121-7 à L 2121-28. Le maire assure seul la police de l'Assemblée. À ce titre, il a la responsabilité de garantir le bon déroulement des débats et le maintien de l'ordre au sein de l'Assemblée délibérante. Toutefois, le CGCT ne définit pas expressément la notion de levée de séance. Celle-ci résulte de la pratique et des pouvoirs de direction des débats reconnus au président de séance. La levée de séance correspond à la clôture définitive de la réunion du conseil municipal. Elle intervient normalement après épuisement de l'ordre du jour ou lorsque les circonstances ne permettent plus la poursuite régulière des débats. La décision est généralement prononcée par le président de séance qui en constate la nécessité et en fait mention au procès-verbal. Donc, 3 motifs susceptibles de justifier une levée de séance sont retenus. Trouble au bon ordre de l'Assemblée, perte de quorum,
circonstances exceptionnelles telles qu'un incident de sécurité, une évacuation des locaux, un problème technique majeur, un événement de force majeure rendant impossible la poursuite de la réunion. Les limites de la levée de séance. Le pouvoir de police du maire ne constitue pas un pouvoir discrétionnaire absolu. Une levée de séance décidée pour empêcher l'expression des élus, éviter un débat, faire obstacle à un vote ou contourner les règles démocratiques de fonctionnement du conseil municipal pourrait être regardée comme entachée d'un détournement de pouvoir. Le juge administratif exerce un contrôle sur la réalité des circonstances invoquées pour justifier l'interruption définitive des travaux de l'Assemblée. En particulier, une levée de séance motivée par de simples désaccords politiques ou par la volonté d'empêcher l'examen d'une question régulièrement inscrite à l'ordre du jour serait susceptible d'être contestée. Ensuite, nous avons des questions orales de M. Christophe Fichet, donc transmis par courriel le 1er juin. Je vous laisse lire les questions. Merci. Donc j'ai deux questions. Une qui est relative sur le déroulement de la séance du 27 mai dernier et des conditions d'exercice du mandat des conseillers municipaux. Et la seconde qui porte sur l'égalité de traitement entre conseillers municipaux et les conditions d'attribution, plus particulièrement des adresses de messagerie électronique. Donc sur la première question, en ouverture de la séance du 27 mai dernier, une intervention mettant directement en cause ma personne a été prononcée, assortie d'une invitation publique à renoncer au mandat qui m'a été confié par les électeurs d'Inardais. Au-delà de ma situation personnelle, ces faits posent une question d'intérêt communal, celle des conditions dans lesquelles s'exerce le débat démocratique au sein de notre Assemblée et du respect dû à chacun de ses membres, quelle que soit sa sensibilité. J'ai donc posé à Monsieur le maire et à vous, Madame Mervin, aujourd'hui qui le représentez, les questions suivantes. La première, c'est l'inscription à l'ordre du jour. Cette intervention ne figurait pas à l'ordre du jour de la séance, comme l'a relevé d'ailleurs en séance notre collègue Madame Nolwenn-Guillou. Donc, sur quel fondement a-t-elle été inscrite au déroulement des débats? Le second point de cette question concerne donc l'expression au nom des élus. À quel titre l'intervention de Monsieur le maire introductive a-t-elle été présentée comme exprimée au nom de l'ensemble des conseillers du groupe majoritaire et du groupe minoritaire redonnant du souffle à Dinard? Pourriez-vous justifier dudit mandat engageant les 25 autres membres de votre groupe Dinard pour le bien commun? Je relève en outre que plusieurs conseillers du groupe redonnant du souffle à Dinard ont exprimé, certains publiquement, d'autres par écrit, ce matin encore, par courriel que j'ai reçu, et M. Dugarny était en copie, le profond désaccord de membres de cette liste avec la position de notre collègue Stanislas Dugarny. Comment dès lors M. Dugarny a-t-il pu prétendre s'exprimer au nom et pour le compte du groupe redonnant du souffle à Dinard, à défaut de mandat express en ce sens? Sur le caractère intangible du mandat et sur la démission qui m'avait été demandée, je vous ai posé la question suivante. La municipalité confirme-t-elle qu'aucun conseiller municipal ne saurait être conduit à renoncer à un mandat qu'il tient des seuls électeurs, conformément à l'article 21-21-4 du Code général des collectivités territoriales? Maintenant, sur l'octroi de la protection fonctionnelle. Depuis la loi du 22 décembre 2025, dite loi Gatel, du nom de notre sénatrice, portant création d'un statut de l'élu local, l'article 21-23-35 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la commune. Réservée jusqu'alors aux seuls titulaires de fonctions exécutives, cette protection est désormais donc étendue à l'ensemble des conseillers municipaux et couvre les violences, les menaces, les injures, les diffamations et les outrages subis à raison de l'exercice du mandat. Ayant fait l'objet, en séance publique du 26 mai dernier, d'une mise en cause que je tiens pour attentatoire à mon honneur, je sollicite formellement le bénéfice de cette protection, y compris la prise en charge des frais de défense qui seront exposés pour faire valoir mes droits. Donc la question que je vais poser, c'est: la commune entend-elle me l'accorder, ainsi que la loi le prévoit désormais, au profit de tout conseiller mis en cause à raison de l'exercice de son mandat, et si oui, selon quelle modalité et quel calendrier? Le cinquième item lié encore à cette question, il s'agit des conseils juridiques de la commune et donc du conseil municipal.
Certaines des interventions de monsieur le maire et certaines réponses du monsieur le directeur de cabinet, notamment récemment concernant des demandes en matière d'attribution d'adresses courriel de la ville, qui pourtant, je le rappelle, n'a pas à s'adresser aux élus pour les affaires les concernant ou entrer dans les rapports entre les élus et les services de la ville, indique que pour toutes les questions que je pose, mais également plus généralement pour vérifier les prises de position que vous prenez pour répondre aux élus, vous consultez des cabinets d'avocats. Je rappelle à toutes fins utiles que lorsqu'un conseil juridique est requis, il ne l'est non pas pour le maire ni en son nom, mais bien au nom et pour le compte du conseil municipal. Avez-vous donc consulté un ou des cabinets d'avocats et donc engagé des honoraires pour répondre aux questions que je pose? Si oui, quel est ou quels sont les cabinets en question? Par ailleurs, quel est le montant des honoraires qui sont facturés à ce jour par ces cabinets? Et surtout, pourriez-vous nous communiquer les conventions d'honoraires correspondantes qui sont de droit communicable aux élus qui le requièrent? Merci de confirmer par ailleurs que si un contentieux était engagé contre vos propos introductifs lors de la séance du conseil municipal du 27 mai dernier, dès lors que vous persisteriez bien entendu à ne pas les retirer et à me présenter vos excuses en public, vous saisisseriez un conseil différent de celui de la commune et donc à vos frais, voire avec la protection fonctionnelle visée précédemment. Enfin, merci de confirmer que pour répondre à cette question et plus généralement aux questions orales et autres demandes que je formule dans le cadre de mon mandat sur notamment les fondements du Code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur, vous n'avez pas et ne consulterez pas de cabinet sans en nous informer. Quand je dis nous, c'est bien évidemment les élus du conseil municipal en toute transparence. Et le sixième item, relatif toujours à ces questions, ce sont les garanties qui sont relatives au pluralisme et à la dignité des élus. Je voulais savoir quelles mesures la municipalité entend-elle prendre pour garantir, lors des séances, des conditions de débat conformes au pluralisme et respectueuses de la dignité de chaque conseiller, dans l'esprit de la charte de l'élu local renforcée par la loi de 22 décembre 2025, qui nous lie et qui vous lie, en tout cas, monsieur le maire. Voilà, c'était pour ma première question. Je ne sais pas si vous voulez y répondre. Bon, allez-y, madame. Merci beaucoup. Donc oui, je vais répondre déjà à la première question et à toutes les thématiques qui suivent. Si une réponse n'est pas suffisante ou n'est pas assez étayée, je vous laisserai reformuler, mais après le conseil, d'autres questions. Voilà. Là, je vais faire une réponse. Donc, si on reprend dans l'ordre, donc vous nous interrogez sur la prise de parole du maire en début de séance. Donc, concernant l'inscription à l'ordre du jour, le maire, en tant que président de séance, dispose de la prérogative de réaliser toute communication qu'il juge utile en début de conseil municipal sans que cette dernière soit versée au procès-verbal, car ne constituant pas un point inscrit à l'ordre du jour. Par conséquent, cette communication n'est pas soumise au débat. Deuxième point concernant l'expression au nom d'autres élus. La communication du 27 mai 2026 a été faite au nom du groupe Dinard Notre Bien Commun et de ses 26 membres. S'agissant du groupe Redonner du souffle à Dinard, il ne faut pas confondre anciens colistiers non élus et conseillers municipaux élus. À ce jour, et conformément aux résultats de l'élection municipale du 15 mars 2026, donc Redonner du souffle à Dinard dispose d'un seul représentant élu, qui est M. Dugarny. Il est donc seul autorisé légalement à prendre des positions au sein de l'Assemblée municipale, tout comme vous en êtes le seul représentant de votre groupe, Dinard pour vous avec vous. Les avis et positions des anciens colistiers n'engagent donc qu'eux et ne rentrent pas en ligne de compte dans les communications ou les décisions du conseil municipal. Bien évidemment, nous ne faisons là que de vous livrer les règles en vigueur et nous saurions sur ce point nous substituer à M. Dugarny. Ce qui est certain, c'est que sur cette communication, M. Dugarny nous a donné mandat pour nous exprimer en son nom de représentant élu du groupe Redonner du souffle à Dinard, comme il a pu vous en faire part lors du précédent conseil municipal. Troisième sujet, le sujet concernant le caractère intangible du mandat. Pour nous, ça s'apparente à une remarque et donc ça n'appelle pas de réponse. Concernant l'octroi de la protection fonctionnelle, vous demandez si la commune entend vous l'accorder et selon quelles modalités. L'octroi de la protection fonctionnelle en fait suite à l'exercice d'un recours intenté contre la ville de Dinard par vos soins. À notre connaissance, il n'y a pas lieu de se prononcer à ce stade car aucun recours n'a été déposé.
Nous étudierons donc la question si la situation évolue sur ce point. Concernant les conseils juridiques de la commune et le détail des honoraires, ceux-ci font l'objet en fait des décisions du maire, ce qu'on a vu précédemment. On les retrouve dans chaque décision du maire qui sont portées à votre connaissance, enfin à l'ensemble des personnes. Enfin, concernant les garanties relatives au pluralisme et à la dignité des élus, notre règlement intérieur de conseil municipal définit le cadre pour garantir un débat respectueux qui repose aussi sur la responsabilité et la posture de chacun d'entre nous. J'ai fait le tour de la question 1, donc je vous laisse présenter la question numéro 2. Très bien. Je vous formulerai des questions écrites parce que j'estime qu'elles ne sont pas suffisantes et ne répondent pas. Merci beaucoup. Donc, le deuxième item, et d'ailleurs un item que j'ai exprimé, mais que nous avons été plusieurs à partager, puisque nous sommes adressés à Monsieur le maire sur ce point, ce sont les conditions d'attribution des adresses de messagerie électronique aux conseillers municipaux, puisque nos collègues élus de la majorité ont des adresses à présent et qui ne sont pas attribuées à nous, les minoritaires. Donc, par courrier du 26 mai dernier, j'ai resté sans retour à ce jour. J'avais appelé votre attention sur le projet d'attribuer aux élus n'appartenant pas à la majorité des adresses de messagerie comportant la nomination distinctive « minorité ». Les conditions matérielles et numériques d'exercice du mandat des conseillers, comme l'égalité de traitement entre eux, relèvent des affaires de la commune et justifient donc la présente question, à savoir, la municipalité maintient-elle le projet d'attribuer aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité des adresses de messagerie qui comporteraient la mention distinctive et discriminante minorité. À cet égard, je rappelle qu'il y a un principe de conformité au principe d'égalité, et donc je voulais savoir sur quel fondement une telle différenciation, qui inscrit une catégorisation politique des élus dans un outil institutionnel officiel, serait-elle compatible avec le principe d'égalité de traitement entre conseillers titulaires d'un mandat identique? Je rappelle que la mise à disposition des moyens informatiques et de télécommunications relève de l'article 21-21-13-1 du Code général des collectivités territoriales, que tout conseiller tient de l'article 21-21-13 du même code le droit d'être informé des affaires de la commune et que le principe d'égalité entre les membres d'une même assemblée délibérante s'oppose à une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la mesure. En outre, cette différenciation contrevient gravement aux règles impératives du RGPD et aux positions de l'ANSSI, qui est donc l'Agence nationale des systèmes d'information, des systèmes de sécurité d'information, et de l'AMF, donc de l'Association des maires de France, y compris une position de l'AMF 35 d'Ille-et-Vilaine. La municipalité entend-elle attribuer donc à l'ensemble des conseillers des adresses neutres et identiques dans leur structure de type prénom, .nom, @ville-dinar.fr. Et je voulais juste préciser par rapport aux deux demandes que j'ai faites que compte tenu de l'importance institutionnelle des sujets soulevés, je sollicite que la teneur exhaustive des deux questions orales déposées ce jour et des réponses qui y seront apportées par Monsieur le maire soit intégralement portée au procès-verbal de la séance en application de l'article 28 de notre règlement intérieur. Je vous remercie. Donc, merci pour votre question. Donc, nous avons déjà fait un geste d'ouverture en acceptant des adresses nominatives ville, ce qui ne s'est jamais fait en fait auparavant. Les élus minoritaires des précédentes mandatures n'avaient pas d'adresse mail ville de Dinard. Donc nous, en effet, on a fait preuve d'ouverture en acceptant ces adresses que l'on vous a proposées avec le point minorité. En fait, ces adresses doivent permettre d'identifier clairement le cadre d'expression et les prérogatives de chacun, qui sont différents selon majorité, minorité, et éviter toute confusion de représentation. C'est notre conception et notre proposition sans aucune autre intention. Au regard de votre actuel refus, nous tenons toutefois à vous rassurer en vous indiquant que toutes les mesures internes ont été prises jusqu'à présent et continueront à être prises de façon à garantir la sécurité des envois de documents sur vos adresses mail personnelles.
On a terminé avec les questions. On a terminé tout simplement avec le conseil municipal. On n'a pas d'information de Muriel Béziel ce soir puisqu'elle n'est pas là. La seule information que je peux vous donner, c'est le prochain conseil municipal qui a lieu le mardi 30 juin 2026. Bonne soirée à tous et merci.